Boutran, bonjour. Bonjour. Donc pour cet entretien annuel avec les non-alignés, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un point sur l'actualité géopolitique au Moyen-Orient depuis ce que vous nous aviez expliqué l'an dernier? Merci de m'accueillir sur votre site. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve cette année aussi. Les développements géopolitiques dans notre région connaissent des développements très rapides. Je voudrais commencer par un développement très dangereux qui est le nouveau plan sioniste avec les lobbies sionistes américains et le pouvoir américain, qui est actuellement le plan qu'ils appellent le deal du siècle ou l'accord du siècle. C'est un nouveau plan pour essayer d'en finir avec la question palestinienne et la question arabe. Ce plan est très dangereux. La première phase de ce plan a été le transfert de l'ambassade américaine dans l'entité sioniste à Jérusalem. Ce transfert s'est passé d'une manière très festive. Ce n'est pas par hasard. Ça s'est passé d'une manière aussi festive pour marquer un point. Le point essentiel qu'il y a actuellement dans le sionisme mondial une volonté d'insister sur le côté sioniste de Jérusalem. Ceci a été réalisé avec l'aide des pays arabes. Soyons clairs sur ce point. Le nouveau plan de M. Jared Kushner est un plan qui est agréé par le prince héritier saoudien et le prince héritier des Émirats arabes unis. Les principaux points de cet accord, si vous voulez, ou les principaux éléments de ce nouveau plan sioniste-américain sont les suivants. Donc, premièrement, évidemment, la reconnaissance mondiale de Jérusalem comme capitale de l'entité sioniste. Et ceci rentre bien dans le cadre des projets et des idées et de l'idéologie de ce qu'on appelle les sionistes chrétiens, entre guillemets, de donner ce statut sioniste à Jérusalem, d'essayer de créer une pseudo-capitale aux Palestiniens dans une des bourgades de Jérusalem qui s'appelle Abu Dis, après avoir complètement défiguré la ville et défiguré totalement les Cisjordaniens. Il faut aussi rappeler ici que le plan de colonisation de la Cisjordanie aussi continue et fait partie de ce plan de soi-disant paix. Actuellement, les colons sionistes en Cisjordanie sont actuellement au nombre de 1,5 million, ce qui est pour une population d'1,5 million énorme. Sans compter que le développement de ces colonies rend impossible la création d'un soi-disant État palestinien, parce qu'il n'y aura plus de continuité territoriale entre les grandes agglomérations palestiniennes et le reste du territoire palestinien. Donc, ces colonies sionistes sont en train de phagocyter totalement la Cisjordanie, ce qui va encore rendre impossible la création de deux États. Dans ce cas, quel est le plan sioniste de ce plan du siècle? Eh bien, c'est très simple. Ils veulent créer 7 à 8 entités palestiniennes séparées les unes des autres en Cisjordanie, qui ne sont pas reliées, qui sont gérées administrativement à l'intérieur par une soi-disant autorité élue par ces 7 à 8 bantoustans, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, et le tout relié juridiquement à la Jordanie. Ce qui fait qu'ils imaginent de cette manière transférer l'administration juridique et le statut juridique des citoyens palestiniens dans ces 7 à 8 villes à l'administration jordanienne, tout en gardant les territoires aux sionistes, sauf évidemment à l'intérieur des villes. Pour essayer de faire avaler, entre guillemets, cette pilule aux habitants, il est évidemment prévu d'investir des milliards pour essayer de transformer ces villes en sorte de villes comme Macao, Hong Kong, ou sorte de villes franches, reliées entre elles administrativement, pas géographiquement, et reliées à la Jordanie administrativement. Mais pratiquement toute la Cisjordanie passe sous souveraineté sioniste. Pour aller plus loin encore, la proclamation de l'entité sioniste comme État juif, qui vient d'être votée par le Parlement sioniste, fait aussi partie de ce plan, en vertu de quoi il est prévu que s'il y a environ des régions en Palestine occupées depuis 1948, qui sont encore actuellement à majorité arabe,
probablement du côté de la Galilée ou du côté du Negev. Il est prévu que ces régions seront rattachées, les habitants de ces régions seront rattachés juridiquement aux villes, donc à la Jordanie, en contrepartie de quoi les habitants et les colons sionistes en Cisjordanie seront rattachés à l'entité sioniste. Donc on va vers une annexion de facto de plus de 90% de la Cisjordanie et en maintenant les habitants juridiquement dépendants d'un État jordanien fédéré aux Palestiniens, ou plutôt d'un État jordano-palestinien à fédérer et à remodeler. Ceci en même temps qu'il y a un plan pour Gaza. Alors, il faut rattacher Rafah et une partie du territoire égyptien à Gaza pour créer une super entité palestinienne à Gaza qu'on voudrait bien appeler État palestinien, qui sera évidemment un peu élargi du côté égyptien. Évidemment, on peut remblayer aussi la mer pour essayer de faire de cette entité une sorte d'État, ou une sorte, si vous voulez, encore de nouveau, un 9e Bantoustan, ou une 9e région administrativement gérée, cette fois-ci par les Palestiniens, sous la supervision lointaine des Égyptiens, et où on pourrait faire un grand port, un grand aéroport, et investir aussi des milliards. De cette façon, on va dire, on a résolu définitivement le problème palestinien. Il va de soi qu'il n'est pas question de retour des réfugiés en vertu de la décision 242 ou 181 des Nations Unies. Il va de soi qu'il n'est pas question d'un vrai État palestinien en Cisjordanie. Il va de soi qu'il n'est plus du tout question d'un partage de souveraineté quelconque sur Jérusalem. Il va de soi que toutes ces questions qui ont agité la sphère internationale pendant 50 ans, tout ça est complètement remis aux oubliettes, tout ça est complètement solvé, tout ça est complètement bazardé. Malheureusement, ce plan est avalisé par des régimes. Le régime saoudien, le régime émirati et le régime égyptien qui est complètement à la solde des deux premiers. Mais ce plan n'a pas été avalisé par la Jordanie. Le souverain hachémite n'a pas avalisé ce plan. Parce que ce plan signifie très simplement l'implantation des Palestiniens chez lui. En plus de la reconnaissance d'une souveraineté sur les populations de Cisjordanie, ce qui fait qu'il y a un bouleversement démographique en Jordanie qui est total et qui risque de menacer les fondamentaux et les fondements de la monarchie hachémite depuis 100 ans. Donc, le souverain hachémite n'a pas du tout avalisé ce plan. Il va de soi aussi que les États arabes en général, à part ceux que j'ai cités, n'ont pas avalisé ce plan. Et ce plan, actuellement, est simplement soutenu par les États en question. Ce plan a fait qu'on a essayé de faire pression sur la Jordanie, d'où la grande crise économique et financière que la Jordanie a connue récemment depuis 3 mois et qui a failli mettre le pays au bord de l'éclatement, au bord de l'effondrement. Il est clair que le Royaume-Uni, qui a été à la base de la fondation du Royaume hachémite à travers les accords Sykes-Picot, a accouru et a convaincu les États-Unis, de par son influence historique, tant en Jordanie qu'aux États-Unis, qu'il n'est pas du tout dans l'intérêt des États-Unis et de l'Occident en général de voir la Jordanie tomber, ou bien l'évanescence de l'État jordanien. D'où la très petite aide octroyée à la Jordanie, qui était de 2,5 milliards, qui ne suffit pratiquement pas du tout à sortir ce pays de l'ornière économique et financière et géostratégique dans laquelle il se trouve. Il faut signaler à ce propos que aussi le Qatar, pour donner la monnaie de la pièce aux Saoudiens et aux Émiratis, a été fait un petit don à la Jordanie de 500 millions de dollars. C'est dans le cadre de la concurrence, sujet que nous aborderons, si vous voulez bien, dans une deuxième phase, entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais si vous permettez, on laissera ça à côté. Donc, ce nouveau plan sioniste, on va l'appeler comme ça, que M. Trump et son administration, maintenant totalement mise à la solde des sionistes, essayent de promouvoir, a eu des conséquences. Parce que la Jordanie, qui s'est vue complètement étouffée et étranglée, a décidé d'aider le gouvernement syrien à en finir avec ce qu'on appelle la rébellion qui était au sud de la Syrie.
Le gouvernement jordanien a donc retiré toute son aide aux rebelles et aux terroristes qui tenaient le sud de la Syrie. Et c'est ainsi qu'on a constaté récemment qu'il y a eu un retrait de toutes les forces islamistes du sud de la Syrie et que le gouvernement syrien a retrouvé toute son autorité et sa souveraineté sur tout le sud de la Syrie, et il a en contrepartie de quoi réouvert la frontière de Nasib avec la Jordanie, ce qui donnera à l'économie jordanienne un nouveau poumon de respiration, parce qu'il va permettre le transit des marchandises de la Syrie et du Liban et de la Turquie vers les pays du Golfe à travers la Jordanie, ce qui est quand même une grande manne financière pour ce pauvre pays exempt qui est la Jordanie. Donc, les développements géopolitiques qui ont eu lieu jusqu'à maintenant ont poussé les Américains et les sionistes et leurs alliés arabes dans l'embarras et dans le piège. Il est bizarre de constater qu'une certaine presse et certains intellectuels occidentaux ont directement passé d'une manière trop simpliste à une idée qui me semble une aberration, qui est qu'on est parti vers une alliance entre les sionistes et les musulmans de communauté sunnite. Ceci, on le retrouve dans beaucoup de presse. Ceci est une aberration, pour ne pas dire plus. C'est plus qu'une aberration. Imaginez qu'actuellement il y ait un conflit confessionnel très profond. Et imaginez qu'il y ait un accord entre les sunnites, entre guillemets, et les sionistes, me semble être vraiment un paradoxe. Je m'explique. Actuellement, il est vrai que certains régimes, comme le régime saoudien, gardien des lieux saints, il est vrai, et le régime émirati, sont d'alliance secrète avec les États-Unis, avec les sionistes, mais ceci n'entraîne pas du tout une alliance des populations avec cette entité, sans compter que même le régime saoudien lui-même est en prise avec d'autres princes. La famille héritière des Ibn Saoud est elle-même en plein conflit intérieur. Et on a vu l'arrestation des princes, on a vu beaucoup d'événements qui montrent à quel point ce régime et ce prince héritier sont dans l'impasse à l'intérieur de la famille régnante elle-même, sans compter les autres familles, sans compter les autres points de pression. Il en va de même aux Émirats arabes unis, sans compter que ce courant-là est en conflit avec un très grand courant, un autre courant, qui est le courant formé par le Qatar et par la Turquie. Et ce courant aussi est un courant sunnite. Il a avec eux le grand mouvement des frères musulmans. Donc, ce courant n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que les Saoudiens et les Émiratis. Donc, de là à parler d'une alliance, entre guillemets, sunnite et sioniste, me semble une aberration totale. J'ai aimé éclaircir ce point et bien le préciser. Il faut dire aussi que ce nouveau plan sioniste américain essaie d'aller idéologiquement sur une question beaucoup plus grave et beaucoup plus importante que ça. Face à l'entente, on va l'appeler comme ça si vous permettez, entre l'Iran et la Russie. L'Iran qui est un pays musulman, mais qui est un pays musulman de confession chiite depuis 500 ans. Et la Russie qui est un grand pays orthodoxe. Alors les sionistes ont voulu créer ce qu'on appelle une nouvelle arabité. Quelle est la nouvelle arabité version wahhabite ou version saoudienne et version émiratique qu'on essaie de véhiculer à travers les chaînes satellitaires et qu'on essaie de véhiculer aujourd'hui? La nouvelle arabité consiste, entre guillemets évidemment, à dire que la nation arabe, elle n'est pas menacée par les sionistes. Le sionisme, c'est une invention des complotistes, c'est une invention des gens qui pensent à la théorie du complot. Ceci est une langue de bois, ceci est une langue du 19e siècle ou de la première moitié du 20e siècle. Ceci est contraire au développement de la civilisation mondiale. Ceci est contraire à la volonté de paix des Américains et de nos petits voisins, entre guillemets, israéliens. Le vrai ennemi de l'arabité, ce n'est pas le sionisme, ce n'est pas l'impérialisme américain, ce n'est pas ces lobbies mondiaux, ces organisations secrètes, ces loges et tout ce monde-là. Non, vous vous trompez. Ceux-ci sont nos amis. Nos vrais ennemis sont les Séfévides, c'est l'invasion perse,
c'est l'invasion russe et orthodoxe avec elle, c'est les vrais ennemis de l'arabité. Donc l'arabité va changer de fond. Elle n'a plus pour but de libérer la Palestine, parce que la Palestine, c'est fini. On a signé des accords de paix avec nos chers voisins. Le problème des Arabes aujourd'hui, c'est l'Iran, c'est la Russie. Ce n'est pas l'entité sioniste, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas Sykes-Picot, ce n'est pas la déclaration Balfour, ce n'est pas le fait que la nation arabe est divisée en 22 États. Non, 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 non. Tout ça n'a aucune importance. Ce n'est pas le sous-développement. Non, non, non. Ce n'est pas l'injustice sociale. Les princes qui ont des milliards qu'ils dépensent dans les casinos et dans les boîtes de nuit à Las Vegas ou Chicago ou n'importe où dans le monde. Non, non, ce n'est pas le problème. Les gens qui meurent de faim dans les banlieues du Caire ou dans les banlieues de Khartoum ou dans les banlieues des grandes villes arabes, ce n'est pas du tout un problème. Le fait de tuer des enfants au Yémen, le fait que le Yémen connaisse de nouveau le choléra et les maladies comme ça, aussi c'est pas grave, tout ça c'est très bien. La seule chose qui est grave, c'est qu'il y a l'Iran, il y a des missionnaires iraniens qui veulent nous faire changer de confession et de communauté. L'arabité New Look, entre guillemets, est une arabité qui se veut libérale, qui n'a rien contre le fait que les Arabes soient en grande partie affamés et sous-développés, à condition qu'ils respectent la volonté des princes et des potentats et des dictateurs qui les gouvernent, et qu'ils acceptent d'être comme du bétail, du matin au soir, et c'est tout, sans développement, sans rien. La nouvelle arabité ne veut plus considérer qu'il y a une volonté de faire une nation arabe indépendante et unie, et qui soit indépendante de l'hégémonie américaine, et qui soit une vraie nation arabe. La nation arabe et la volonté d'indépendance, dans le sens profond, géopolitique et stratégique, n'est plus dans la nouvelle pensée de ces nouveaux intellectuels. Et ceci est malheureusement véhiculé par beaucoup de quotidiens, beaucoup de moyens de presse, et je ne me permettrai pas, à travers votre site, de dénigrer des organes déterminés. Mais évidemment, les auditeurs savent très bien à quoi je pense et à qui je pense. Donc, je resterai dans les grandes lignes, si vous le permettez, sur ce point. Donc, cette nouvelle arabité, qui n'est pas de l'arabité, et actuellement, les vrais nationalistes arabes sont taxés de gens pro-perses, sont taxés de gens séfévides, sont taxés de gens de langue de bois, sont taxés d'archaïsme dans le meilleur des cas, ou complotistes, ou je ne vais pas vous donner tous les adjectifs, c'est pas nécessaire malheureusement. Et moi, je suis fier d'être de ceux qui sont encore de la langue de bois, de ceux qui sont complotistes. Je suis fier d'être un nationaliste arabe dans la vraie version, à savoir que je demande l'unité des pays arabes, l'indépendance des pays arabes, vis-à-vis la fin des complots de Sykes-Picot, de Balfour, le retour de la Palestine dans le giron arabe, toute la Palestine dans le giron arabe, l'indépendance, la souveraineté et la justice sociale. Parce qu'il n'y a pas de nationalisme arabe depuis 80 ans sans socialisme. Le nationalisme arabe est un nationalisme social, est un nationalisme socialiste, n'est pas un nationalisme libéral. Le libéralisme ne fait pas partie intégrante du nationalisme arabe. Le nationalisme arabe a un côté social qui considère le travail comme étant la base, qui refuse la spéculation, qui refuse la bourse, qui refuse tout le monde des opérations oligarchiques de la grande finance mondiale. Le nationalisme arabe est incompatible avec la finance mondiale, est incompatible avec les lobbies mondiaux, est incompatible avec les loges mondiales. Il n'est compatible qu'avec un socialisme national, qui n'est pas un socialisme marxiste. Il faut bien distinguer les choses. Il n'est pas question que le nationalisme arabe se fonde dans le marxisme. Le marxisme n'est pas le stade suprême du nationalisme arabe. Ceci est faux. Ceci a été véhiculé à un certain moment par les marxistes, mais ceci n'est pas le nationalisme arabe. Le nationalisme arabe travaille pour une justice sociale, pour une équité, pour le développement du secteur public. Absolument. Le secteur public fait partie essentielle de notre conception du nationalisme arabe. Le fait de lutter contre le sionisme fait partie essentielle de notre conception du nationalisme arabe. On peut avoir des problèmes avec nos voisins. Oui, il y a peut-être un problème de frontière avec l'Iran. Oui, pourquoi le nier? Il y a un problème de frontière avec la Turquie. Oui, il y a Alexandrette. Oui, il y a le problème d'Alexandrette, absolument. Mais les Iraniens, les Turcs et les autres, les Éthiopiens, sont nos voisins. Ce n'est pas nos ennemis. Notre ennemi, c'est le sionisme, c'est la finance mondiale, c'est les grands lobbies, c'est les grandes loges secrètes. Ceux-là sont à la base du complot qui a fait que nous sommes 22 pays sous-développés de cette manière, qui se tuent et qui s'entretuent de cette façon.
Donc encore une fois, cette nouvelle version de l'arabité est refusée. Et elle est loin de faire l'unanimité. Il est clair qu'aujourd'hui, les événements, que ce soit en Syrie ou dans la nation arabe, donnent, si vous voulez, à cette propagande un lieu de se développer, mais la réalité sur le terrain est loin de là. Sur deux fronts. Prenons le cas de la Syrie aujourd'hui. Aujourd'hui, la Syrie est sur le point de retrouver sa souveraineté, sauf dans la région du nord et de l'est de la Syrie, où, il ne faut pas oublier, beaucoup de médias occidentaux parlent de la présence russe, qui est une présence avalisée par le gouvernement syrien légitime, et qui est demandée par le président syrien et le gouvernement syrien, reconnu internationalement. Il ne faut pas l'oublier. La Syrie est un pays indépendant, souverain, membre des Nations Unies, fondateur de la Ligue arabe, et qui a le droit de signer les conventions que son pays trouve nécessaires à sa sécurité. Les milices confessionnelles et communautaires qui sont entrées par le biais de la Turquie pour la plupart, ou un peu avant par le biais de la Jordanie ou de l'Irak, ne sont pas des milices syriennes, ce sont des terroristes. Le fait d'entrer dans un pays et de tuer sur des bases confessionnelles, c'est du terrorisme. Si le régime syrien, lui, trouve nécessaire pour sa sécurité d'avoir recours à des alliés, qu'ils soient iraniens ou russes, ceci est dans le cadre de la souveraineté syrienne. Il va de soi que dans tous les pays arabes, il est nécessaire d'avoir une justice sociale, d'avoir plus de démocratie et de liberté, mais nous restons dans les grands principes valables pour tous les pays arabes. Il n'est pas nécessaire de détruire un pays pour essayer d'instaurer de la démocratie. On a vu en Irak ce que ça a donné. Aujourd'hui, l'Irak est un pays en pleine évanescence, où on essaie de former un gouvernement et on arrive à peine. On est dans un pays où il y a des luttes confessionnelles, communautaires terribles, et à l'intérieur des communautés, il y a des luttes aussi. Donc, si vous voulez, si c'est ça l'exemple qu'on nous sert, eh bien, je pense que le peuple syrien va leur dire merci. Ces exemples ne sont pas du tout ni à notre goût, ni nécessaires. Reste que les médias occidentaux parlent toujours de la présence russe en Syrie, ce qui est vrai, mais ils oublient de dire qu'il y a en Syrie environ 25% du territoire syrien qui est occupé par l'armée américaine. Et l'année passée, sur vos ondes, sur votre site des non-alignés, j'avais évoqué la ville de Deir ez-Zor. Eh bien, actuellement, la ville de Deir ez-Zor est divisée en deux. On est à côté de la frontière irakienne, elle est divisée en deux. L'Euphrate sépare une partie au nord qui est occupée par les Américains et la partie sud de la ville qui est occupée par l'armée du pays, l'armée syrienne. Donc, si vous voulez, il y a une présence américaine très active qui empêche l'armée syrienne de récupérer son territoire. Et, en février ou en mars, il y a eu un bombardement américain qui a visé les cantonnements de l'armée syrienne et qui a fait beaucoup de victimes parmi les soldats syriens. Sans oublier la base américaine de Tanaf, qui se trouve à la frontière entre la Jordanie, la Syrie et l'Irak, que les Américains occupent illégalement aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour occuper une base dans un pays, il faut un accord avec ce pays. Or, la Syrie n'a jamais donné d'accord aux États-Unis pour occuper ni le tiers nord du pays, où il y a quand même, il faut le rappeler, beaucoup de richesses gazières et pétrolières, et l'une des plus grandes raffineries de Syrie, sans compter qu'il y a aussi les barrages sur l'Euphrate et le Tigre, et les grandes centrales électriques de Syrie, et la base de Tanaf qui se trouve à la frontière entre la Jordanie, entre la Syrie et l'Irak. Cette base est très importante, si vous me permettez juste de donner une précision à son propos. Cette base, la base de Tanaf, que les Américains empêchent n'importe qui de s'approcher sur un rayon de 55 km, permet de contrôler l'axe qui mène de la Jordanie et de la Syrie vers l'Irak. Cet axe fondamental que la propagande américano-saoudienne veut nous parler de l'axe Damas, Téhéran, Bagdad. Moscou, évidemment. Eh bien, comme la route à travers Deir ez-Zor est occupée de moitié par les Américains, sans compter les poches de Daesh qui existent toujours en Syrie. Parce que ici, si vous me permettez, je dois ouvrir une parenthèse pour dire que Daesh existe toujours en Syrie et existe toujours en Irak. La propagande américaine nous ment quand on nous dit que Daesh est fini. Non, il y a encore des poches dans les régions d'influence, surtout dans les régions d'influence américaine, mais pas seulement. C'est-à-dire que dans la région qui va au nord-est de Deir ez-Zor jusqu'à la frontière irakienne, et des deux côtés de la frontière syro-irakienne, il y a toujours des poches de Daesh.
Ces poches de Daesh sont sciemment gardées. On ne les nettoie pas. L'Occident ne les nettoie pas. C'est une question. Évidemment, il faut aussi préciser que dans les banlieues de Palmyre, il y aurait probablement encore des régions que le gouvernement syrien, avec ses alliés, n'arrive pas encore à bien contrôler à cause de la présence américaine dans la région. Mais néanmoins, le gros des territoires encore sous contrôle de cette organisation criminelle se trouve dans la zone, entre guillemets, d'influence américaine, qu'elle soit en Syrie ou en Irak. Ceci doit rester clair dans l'esprit de tous nos auditeurs. Parce qu'il ne faut pas imaginer que les Américains ont vraiment fini avec Daesh. Ils ne l'ont pas fait. Et je me demande pourquoi. De même que c'est valable pour la France et les Occidentaux. Pourquoi justement, jusqu'à maintenant, dans les zones d'influence américaine, ces deux poches continuent d'exister? C'est une question que je souhaite que l'opinion publique, que ce soit en France ou en Allemagne ou au Royaume-Uni ou en Belgique, demande à leur gouvernement. Il va de soi que la question pourrait être demandée aux Américains. Mais quand on connaît la position des États-Unis, on ne pose pas beaucoup la question. Et je crois qu'il est nécessaire que les Occidentaux se posent cette question. Donc, si vous voulez, je me suis permis d'insister sur ce point parce qu'il est très important. Dans le même cadre, dans la même campagne, la guerre du Yémen. Je reviens sur la question. J'ai eu l'occasion de l'évoquer l'année passée sur vos ondes, sur le site des non-alignés. Et je me permets cette année, si vous le permettez encore, de revenir sur ce drame. Ce drame continue sous le même thème, c'est-à-dire on justifie les massacres sous le prétexte qu'on veut combattre l'influence séfévide au Yémen. Le Yémen qui est loin d'environ 2500 à 3000 km des frontières iraniennes. Quelle influence peut avoir l'Iran dans un pays comme le Yémen? Et puis, supposons qu'il y ait une influence iranienne, en bombardant les écoles, les hôpitaux, et je reprends, en tuant des victimes. Ceci, je me permets de le répéter, vous m'en excuserez. C'est un drame à nul autre pareil. Et on le fait au nom de l'arabité, ce qui est pour moi, qui suis nationaliste arabe, un drame encore plus grand, parce qu'on est en train de tuer des gens, des innocents, sous prétexte qu'on combat l'influence iranienne. Et maintenant, un an après l'avoir évoqué sur vos ondes, je me permets de vous confirmer qu'ils sont embourbés au Yémen et qu'ils n'ont pas avancé et que le Yémen va devenir leur Vietnam et que ces gens ne s'en rendent même pas compte. Ils continuent de s'enfoncer et ils continuent à patauger et les Yéménites continuent avec des moyens rudimentaires à défendre leur territoire et défendre leur indépendance. Ceux qui connaissent l'histoire du Yémen et qui connaissent le Yémen savent très bien, très pertinemment, qu'il n'est pas question que ces gens-là cèdent sous la force. Ces gens-là n'accepteront jamais d'être le jardin des Saoudiens. Ils ne seront jamais l'arrière-cour de la famille wahhabite. Jamais. C'est pour ça qu'il est nécessaire de le répéter sur vos antennes et de le dire à haute voix. Il y a un drame qui se joue au Yémen, il faut l'arrêter. Les Yéménites sont les plus arabes des arabes. Et il n'est pas quelqu'un qui puisse être plus arabe qu'eux. Et quand l'arabité serait menacée partout, le dernier carré pour la défendre serait le Yémen. J'espère que les princes saoudiens et émiratis vont comprendre ceci. Bon, il est clair que dans ce cadre, il faut évoquer la crise qui continue entre d'un côté la Turquie et le Qatar, de l'autre côté l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Sur fond de projets américains et sur fond de tentatives d'influence dans la politique syrienne, libanaise, yéménite, irakienne et palestinienne. Il est clair qu'aujourd'hui l'axe Turquie-Qatar se renforce. Et il est clair que les Américains, contrairement à ce que les Saoudiens ont laissé entendre, n'ont jamais pris parti clairement pour un des deux camps. Au contraire, ils voient d'un bon œil cette rivalité, on va dire, cette rivalité qui coûte du sang. Pourquoi elle coûte du sang? Parce que aujourd'hui, le gouvernement émirati, après avoir encouragé le coup d'État en Égypte, encourage un général libyen, Haftar, à occuper un bon tiers de l'est de la Libye.
Tandis que le Qatar, avec la Turquie, encourage le gouvernement un gouvernement à Tripoli, qui est soutenu par les frères musulmans, d'occuper une grande partie ouest de la Libye. Sans compter qu'il y a un troisième gouvernement reconnu internationalement qui a aussi des problèmes d'avoir des territoires à lui. Donc ceci mène à une guerre civile en Libye. Au moment où la soi-disant arabité mène à une catastrophe au Yémen, la soi-disant rivalité entre le Qatar et la Turquie d'un côté, les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Arabie saoudite de l'autre, mène à un désastre en Libye. Donc c'est pas seulement si vous voulez, un conflit dans un poulailler. Ceci est en train de créer des meurtres et des crimes tant en Libye qu'au Yémen. Donc il est temps de dire à ces messieurs d'arrêter ces génocides, que ce soit en Libye, que ce soit au Yémen, en espérant que ceci ne risque pas de déborder en Irak, ou de nouveau en Syrie, ou à Dieu ne plaise au Liban. Parce que aussi le Liban est un pays qui a connu des élections sur des bases confessionnelles, communautaires, plutocratiques, sur lesquelles je préfère ne pas m'étendre tout en étant libanais, parce que je ferai passer des nuits blanches aux auditeurs des non-alignés, et je préfère ne pas m'étendre sur la question. Ce n'est pas du temps à perdre. Donc le Liban est sans gouvernement depuis 5 mois, avec une crise financière très très grave, une crise monétaire et une crise immobilière extrêmement grave, et même une crise bancaire. Tout ça mène le pays au fond du gouffre, parce que certaines monarchies, notamment les Saoudiens, parient sur le fait qu'il y aurait un boycott international de l'Iran, un boycott international du Hezbollah, et que ceci permettrait de les exclure du gouvernement libanais, chose qui n'aura pas lieu. Donc j'espère que cette démarche saoudienne, aussi au Liban, va s'arrêter. Donc si je demande qu'elle s'arrête au Yémen, à plus forte raison, je demande qu'elle s'arrête au Liban, qu'elle s'arrête en Syrie, et que ces gens-là retrouvent un peu leurs esprits, un peu de modestie. Ce n'est pas comme ça que le prince héritier peut devenir roi. Je crois que s'il s'imagine qu'en faisant ces guerres, en faisant ces blocages dans des pays comme le Liban, ou en faisant des tensions avec le Qatar et avec le Yémen, et les guerres en Syrie et au Yémen et en Libye, s'il s'imagine que c'est la voie qui va le mener au pouvoir, je crois qu'il se trompe. Mais cette erreur risque de nous coûter cher à nous tous, y compris aux Libanais et aux Arabes en général. Parfait, merci Monsieur Moutran de ce long développement. Peut-être quelques questions. Qu'en est-il selon vous, donc vous avez de la conception même de ce plan qu'on appelait le deal du siècle, donc le plan conçu, en tout cas promu par Jared Kushner. Donc Jared Kushner en fait c'est un juif orthodoxe, enfin un Lubavitch, c'est bien ça. Tout à fait. Donc selon vous, qu'est-ce que ça dit sur la situation actuelle? Comment se fait-il que finalement autant d'Arabes, autant de nations arabes puissent être presque gouvernées à distance par un plan conçu par... Justement, premièrement, l'administration américaine, tous les éléments qui ne sont pas à 100% sionistes ont été écartés. Donc nous nous retrouvons devant une administration américaine à 100% sionisée. Il va de soi que ce plan n'a aucune perspective. Mais malheureusement, comme j'ai eu l'occasion de le développer au cours de la première partie de notre entretien, certains régimes arabes, notamment le régime saoudien et le régime émirati et le régime égyptien, sont aux abois. L'Égypte passe par une crise économique terrible, par une crise financière terrible. L'Égypte a perdu son poids. L'Égypte n'est plus l'un des plus grands pays arabes et l'un des plus grands pays des non-alignés, justement, pour rappeler l'époque de Tito et de Nehru, où l'Égypte de Nasser était une référence mondiale. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est même plus une référence régionale. Cet affaiblissement général de la volonté arabe par la disparition de grands leaders, évidemment, à part Nasser, même des leaders de moindre envergure, je peux parler de Saddam Hussein, qui n'avait pas du tout l'envergure de feu le président Nasser, mais quand même, ou le président Assad. La disparition des grandes figures
qui ont marqué la deuxième partie du XXe siècle arabe, aujourd'hui, créent un très grand vide. Et malheureusement, on a pendant 30 ans insufflé un climat de fanatisme qui a affaibli le nationalisme arabe. Et il faut avouer à travers vos ondes que nous, nationalistes arabes, nous sommes responsables de par nos divisions, de par notre manière d'agir et de communiquer avec notre peuple, de la crise où nous sommes. Moi, je ne suis pas une personne qui rejette toujours la faute à l'autre. S'il y a un complot, oui, il y a un complot. Je l'ai développé tout à l'heure. S'il y a une crise, il y a une crise. Mais moi, je pense que nous, nationalistes arabes, nous n'avons pas fait assez ce que nous devons faire pendant ces 30 dernières années pour être à l'écoute de notre peuple et pour être face à ces complots. Nous n'avons pas su prouver encore une fois que nous avions un projet alternatif. C'est ça, ou que nous incarnons notre projet. Parce que notre projet, il existe. Le président Nasser l'a mis dans sa charte. Et le président Nasser a parlé de l'union des forces du travail populaire. Donc il n'a jamais exclu aucune force, qu'elle soit bourgeoise, prolétaire, agraire, ou paysanne, ou citadine. Donc il a parlé de l'union des forces du progrès arabe. L'union des forces du progrès arabe. Il n'a pas exclu la bourgeoisie. Là, son problème et sa différence avec l'Union soviétique et avec le bolchevisme et avec le marxisme. Et de là, sa volonté d'indépendance qui a mené les non-alignés, qu'ils soient Nehru, Tito, ou tout ce groupe qui, à l'époque, avait refusé le capitalisme anglo-saxon et le marxisme-léninisme stalinien ou brejnevien de l'époque. Donc, si vous voulez, je crois que c'est notre faute. Il faut avouer. Le nationalisme arabe et ses élites n'ont pas su incarner leur projet, ou n'ont pas su continuer à incarner leur projet, ou n'ont pas pu convaincre la population qu'ils représentent le projet qu'ils prétendent incarner. Je crois que nous sommes grandement responsables de ce vide qui a été créé par l'absence du courant national arabe, et malheureusement, tant que les élites nationalistes arabes ne seront pas à la hauteur d'incarner de nouveau le projet qu'ils prétendent porter, ils ne le portent pas vis-à-vis de la population. Il n'est pas suffisant, cher ami, que vous dites aux gens que vous incarnez un projet. Il faut que ces gens-là considèrent que vous l'incarnez. Si par rapport à ces gens-là, vous n'incarnez pas un projet, vous avez beau l'avoir sur le papier, vous avez beau le réciter, vous avez beau le lire et le recycler, eh bien vous resterez dans des salons et dans des hôtels et dans des salles de réunion fermées. Et votre influence sera très limitée. Il est nécessaire que les élites nationales arabes se réveillent enfin et qu'elles incarnent de nouveau le projet qu'elles portent. Vous avez parlé donc de cette tentative maintenant de refonder un petit peu une arabité basée non plus sur l'antisionisme, mais sur donc l'anti-persianisme. Voilà, l'anti-safavisme, l'anti-persianisme. Voilà, alors oui, juste peut-être pour nos auditeurs, préciser quand vous utilisez le terme... Oui. Alors, Séfévide a la référence de la monarchie des Safawiyin qui ont pris le pouvoir en Iran au XVIe siècle et qui ont converti l'Iran au chiisme. Donc, aujourd'hui, pour essayer de créer, si vous voulez, un nouvel épouvantail, un nouvel ennemi qui n'est plus le sionisme, on parle de l'influence séfévide. C'est-à-dire toute personne qui aujourd'hui ne critique pas la politique iranienne et russe est une personne qui est considérée pro-séfévide, pro-langue de bois, donc qui est considérée comme étant l'ennemi de la soi-disant arabité nouvelle. Donc si vous voulez, il y a une référence indirecte à l'Iran pour ne pas la nommer. On parle de séfévisme, par référence à la monarchie des Safawiyin qui a gouverné l'Iran au début du XVIe siècle. Ça fait partie de l'orchestre médiatique qui est mis en place actuellement dans différents médias que je ne nommerai pas et dans différents journaux aussi que je préfère ne pas citer pour ne pas en oublier, ou bien pour ne pas faire de la propagande contre des médias déterminés. Mais on retrouve ce thème assez aisément aujourd'hui. On parle de tentatives de grand remplacement en Syrie, de population. On agite un spectre de changement de confession. On dit qu'il y a du prosélytisme, c'est vide. Tout ceci pour créer un climat de panique, pour créer surtout un climat de conflit ethnique et de conflit confessionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Orient arabe
le Levant arabe, que nous appelons aussi le Mashrek arabe, contrairement au Maghreb arabe, a plusieurs communautés, plusieurs confessions. Donc, si vous voulez, nous avons une diversité confessionnelle et communautaire qui est un terrain fertile à toute tentative de créer des conflits communautaires. Évidemment, le conflit en Syrie a été d'une telle ampleur depuis 7 ans, avec tellement de drames, qu'il a permis à ces gens-là de créer cette nouvelle orchestration, on va appeler ça, ce nouveau tapage médiatique. Évidemment, le conflit au Yémen aussi, et la présence de la communauté des Zaïdites aussi au Yémen, a créé aussi un terrain fertile à la propagation de toute cette propagande bien orchestrée, basée sur des leurres, qui n'a que pour but que de créer des conflits confessionnels, ethniques et religieux. Et dans quel but? Dans le but de réaliser le plan de M. Kouchner, sur lequel nous revenons, dans le but de pouvoir, entre guillemets, intégrer la soi-disant entité sioniste dans le cadre du Proche-Orient et de la faire accepter par des populations qui la rejettent. Le meilleur moyen de la faire accepter et de la normaliser, entre guillemets, si vous permettez, c'est de créer des conflits ethniques, confessionnels et religieux, ce qui va rendre la présence sioniste, entre guillemets, encore une fois, acceptée, acceptable et même viable. D'où l'idée de normaliser avec l'entité sioniste et d'antagoniser d'autres arabes ou d'autres musulmans, qu'ils soient perses ou qu'ils soient arabes d'autres communautés. Donc, au moment où vous avez la création de nouvel antagonisme, vous avez en parallèle la création d'une nouvelle soi-disant normalisation avec le sionisme. Il y a un mouvement qui est à deux voies. D'un côté, on essaye de normaliser avec les sionistes. De même, ceux qui normalisent avec les sionistes, ceux-là même essayent de lever des campagnes contre la soi-disant influence séfévite, le soi-disant changement de population et tout. Donc, vous voulez, c'est une orchestration qui se passe d'une manière générale. On fait soi-disant passer des intellectuels soi-disant sionistes sur les télévisions, sur certaines télévisions arabes. Les auditeurs voient bien où je vais aller, de qui je parle, je ne précise plus. Donc, si vous voulez, il y a une tentative de normaliser avec les sionistes et d'antagoniser d'autres arabes ou d'autres musulmans pour essayer justement de créer ce qu'on appelle la normalisation. Parce qu'en fin de compte, quel est le but essentiel? C'est que non seulement on a créé l'entité sioniste, parce qu'elle doit être viable, et pour être viable, l'entité sioniste doit pouvoir être acceptée par son environnement et changer. Si nous continuons avec la politique du boycott, aucune possibilité de vie n'est possible avec des gens que vous boycottez autour de vous. Donc eux, maintenant, ils veulent casser le mur du grand boycott pour essayer d'ériger d'autres murs et d'autres frontières et de normaliser avec l'entité sioniste. Ça reste l'essentiel, que ce soit du plan de Jared Kushner ou d'autres plans qui l'ont précédé. Je parle d'Oslo, je parle de Wadi Araba, surtout de la conférence de Madrid. Il ne faut pas oublier que la grande catastrophe arabe, c'est les accords de Camp David et la conférence de Madrid. Parce que dans la conférence de Madrid, les Arabes ont reconnu l'entité sioniste sur 82% du territoire palestinien. Ça, c'est de un. De deux, les accords de Camp David ont vu le plus grand pays arabe passer du camp de la lutte anti-sioniste à devenir un camp pro-sioniste. Et c'est les accords de Camp David, et c'est Anwar el-Sadat. Et c'est ce camp-là, et cette activité qui a fait naître le fanatisme religieux. Il faut rappeler à nos chers auditeurs que le fanatisme religieux n'est pas né en Iran, n'est pas né en Turquie, il est bien né au Caire dans les années 72-73. Au moment où Sadat a décidé de changer de camp, il avait besoin de combattre le nationalisme arabe et l'esprit progressiste dans les universités du Caire. Et depuis cette époque, les services secrets égyptiens, avec comme instigateur Anwar el-Sadat, ont travaillé à la création et à la refondation des courants fanatiques à l'intérieur des universités du Caire. Et de là, le fanatisme s'est propagé à partir du Caire. Si on oublie ce point essentiel, on parle dans des analyses qui ne sont pas tout à fait correctes. Le fanatisme, c'est Anwar el-Sadat qui l'a provoqué et qui a insufflé sur la braise. Et maintenant, on prétend combattre le fanatisme. Les alliés même de Sadat qui ont créé ces courants prétendent aujourd'hui les combattre. Donc, est-ce que vous êtes aussi un observateur attentif de la vie politique européenne et occidentale? Est-ce que, selon vous, ce que vous avez expliqué sur un peu ce changement de paradigme du nationalisme arabe, est-ce que c'est
similaire d'une certaine manière à ce que l'on observe maintenant en Europe, notamment en France, avec l'idée de rapprocher les nationalistes du combat sioniste ou des Israéliens face justement à la menace musulmane en fait. Et est-ce que avec justement ce même mouvement en deux sens de changement d'ennemi en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au moment où l'Europe est sous la coupe du libéralisme mondial, des lobbies, de l'influence américaine, de l'individualisme, au moment où il y a une crise politique, idéologique et sociale et humaine profonde, nous avons en face une tentative de transformer le problème. Le problème européen, c'est qu'il y a une migration qui vient de l'Afrique, qui est une migration que l'Europe ne peut plus assimiler. Alors, tenter de transformer ceci en immigration d'une religion pour essayer de créer une guerre de religion, c'est rendre service au sionisme, mais ça n'arrêtera pas l'immigration. Le problème essentiel de l'immigration n'a pas de religion. Il y a beaucoup d'immigrés aujourd'hui qui arrivent d'Afrique subsaharienne qui ne sont pas musulmans. Or, actuellement, il y a une volonté sioniste de focaliser sur les musulmans pour essayer de créer un antagonisme entre les chrétiens et les musulmans dans le but de favoriser le sionisme. Malheureusement, il est clair que certains gouvernements européens, qui sont des gouvernements identitaires, qui sont mus par la peur de l'immigration et qui sont récupérés malheureusement par les sionistes. Je déplore personnellement le très grand rapprochement entre le Premier ministre hongrois et le Premier ministre de l'entité sioniste. Il est clair que la question migratoire, qui crée des peurs légitimes au niveau de la population européenne, qui a déjà du mal à s'en sortir économiquement, elle, à supporter le poids de millions d'Africains qui continuent à débarquer annuellement sur le sol européen, ceci me semble une aberration. Mais de là à considérer que ceci est une invasion d'une religion contre une autre, ceci, à mon avis, est une déformation de la réalité, une caricature sioniste, dans le but de profiter de ces peurs pour créer des conflits à l'intérieur des sociétés européennes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'intellectuels européens qui auront le courage de dénoncer ceci, sans pour autant être immigrationnistes, mais qui sauront dénoncer cet amalgame entre guerre de religion et arrêt d'une immigration causée par le libéralisme mondial. Parce que, à mon avis, ces personnes qu'on transporte d'un continent à l'autre font l'affaire des grands capitalistes, des grands lobbies sionistes, des grands lobbies affairistes, des grandes loges, des grands groupes de pression qui profitent de la présence de cette main-d'œuvre et qui, dans le futur, pourraient profiter de l'éclatement de des sociétés européennes en petits groupes communautaires complètement séparés qui ont peur les uns des autres, et il n'y aura que l'argent de ces groupes pour fédérer, entre guillemets, toutes ces peurs. Alors ce que disent justement les sionistes, ou ce que dit un Netanyahou par exemple à Orban, ou par exemple on a vu Viktor Orban qui a entamé une campagne anti-Soros contre les ONG immigrationnistes. Il a été attaqué, je crois, par le Congrès juif mondial, par différentes entités, et taxé d'antisémitisme. Est venu à sa rescousse Netanyahou, qui a dit non, c'est très bien, nous avons, ce que fait Viktor Orban, c'est très bien, nous avons le même adversaire en Israël, nous avons comme adversaire Soros, nous avons ce genre de lobby, nous aussi nous sommes des nationalistes, comme vous, et nous avons le même ennemi, voilà, qui est finalement presque le mondialisme. Donc est-ce qu'il n'y a pas maintenant un clivage entre les sionistes, d'une certaine manière, les sionistes de terrain, les sionistes qui occupent Israël, et on pourrait dire le Congrès juif mondial, ou vraiment les mondialistes à la sauce Attali, Soros, ou est-ce que c'est quelque chose qui est entretenu selon vous? Je crois qu'il y a un bon répartissement des rôles. Vous avez évoqué une idée très intéressante sur laquelle j'aimerais bien revenir. Vous avez parlé de Netanyahou qui a dit à Viktor Orban, nous avons le même ennemi. C'est ce que fait effectivement Netanyahou avec les Saoudiens. Quand il parle des dirigeants saoudiens, il leur dit, nous avons le même ennemi, à savoir l'Iran, le Hezbollah et la soi-disant invasion perse, et la menace perse et la menace terroriste. Donc, si vous voulez, c'est dans le cadre de son intégration, la volonté doublement de s'intégrer. Dans le cadre européen, il fait tantôt les 12 yeux au gouvernement identitaire et nationaliste, tantôt aux Saoudiens, tantôt aux deux. C'est une volonté de mieux affirmer leur influence
que ce soit de ce côté de la Méditerranée ou de l'autre côté, de profiter de toutes les crises, de surfer sur toutes les vagues et de profiter de tous les extrémismes et de tous les dangers et de tous les antagonismes mondiaux. Et il est clair que ceux qui profitent de ces masses d'immigrés, c'est bien les lobbies qui les font travailler à des prix dérisoires et qui les font travailler au marché noir. Et ces lobbies sont connus, ces groupes de pression sont connus, ce sont des groupes de pression et des lobbies principalement sionistes. Donc c'est eux qui profitent essentiellement de cette masse d'invasion qui arrive quotidiennement sur les côtes de l'Europe et qu'il faut arrêter. Mais aucun gouvernement ne l'arrête, et au contraire, à la place de l'arrêter, on a un discours soi-disant humanitaire qui encourage d'une certaine manière ou d'une autre encore plus d'immigration. Parce que à partir du moment où on sait qu'il y aura toujours des régularisations, c'est un appel d'air. Il y aura toujours des nouvelles arrivées, il y aura toujours des crises qui vont s'aggraver. Alors justement, ce que disent certains souverainistes, c'est que on voit des intellectuels en France, des intellectuels souvent néoconservateurs, briser cette langue de bois sur l'immigration et en même temps tenir un discours pro-israélien en disant regardez, les Israéliens, eux, défendent leurs frontières, n'hésitent pas, donc c'est l'exemple à suivre. Voilà, c'est dans le cadre de rendre cette entité sioniste tout à fait normale, dans le sens qu'elle est menacée par l'immigration, elle est menacée par le terrorisme, elle est menacée par l'explosion démographique du tiers-monde. Donc c'est un pauvre pays, c'est un pays comme nous. On est en pleine normalisation. Et d'un autre côté, dans le mondialisme, on dit oui, il y a ces gens qui ont souffert et tout. Donc la victimisation continue. Donc il joue sur les deux tableaux. Et ça réussit des deux côtés. Vous avez d'un côté Netanyahou qui réussit, et vous avez d'un autre côté les soi-disant humanitaires, les soi-disant mondialistes qui eux aussi réussissent. Et sur le terrain, les deux cohabitent ensemble dans l'entité sioniste et au niveau fédéral américain, et le système fonctionne bien. Mais au niveau de la géopolitique globale, par exemple, au niveau du rôle de la Russie, donc, vous avez expliqué que sans la Russie, finalement, l'axe de la résistance, on pourrait dire, serait complètement effondré. La Syrie n'aurait pas survécu. Et pourtant, en même temps, Poutine est très proche de Netanyahou. Donc, est-ce que finalement, c'est pas au niveau des grands États la réelle politique qui prime, ou bien est-ce que c'est autre chose? Premièrement, s'il faut remercier le président Poutine de son aide, il faut se rappeler qu'il n'est pas arabe. Et qu'il n'est pas censé faire ce que nous devons faire. Le président Poutine représente la Russie. Et la Russie est le plus grand pays du monde, avec 17 millions de kilomètres carrés. La Russie est la deuxième puissance nucléaire au monde. La Russie est présente sur tous les continents. La Russie a une réelle politique qu'elle suit. Nous avons des points communs avec la Russie, nous sommes alliés avec la Russie, mais la Russie a sa politique et nous avons la nôtre. Il y a des points sur lesquels nous convergeons et des points sur lesquels nous divergeons. Si la Russie a des relations avec l'entité sioniste, nous sommes contre. Mais au moment où des États arabes ont des relations avec l'entité sioniste et ont des ambassades dans l'entité sioniste, venir réclamer à la Russie des choses qu'on n'arrive pas, nous-mêmes, arabes, à nous appliquer à nous-mêmes, serait quand même un peu impressionnant, serait quand même malvenu. Donc il faut avant tout faire le ménage chez soi, il faut fermer les ambassades des États arabes qui reconnaissent l'entité sioniste, et après demander à nos alliés de faire de même. Mais si nous on ne commence pas à le faire nous-mêmes, comment on peut le demander à nos alliés? Et puis les alliés ne seront jamais nous. Il ne faut pas oublier qu'un allié est quelqu'un qui a des intérêts communs, et que la géopolitique est une chose qui change. Mais le président Poutine est un grand homme d'État qui a permis à la Russie de retrouver son rôle mondial et qui a arrêté l'influence américaine et sioniste dans la mesure du possible. Est-ce que c'est tout ce que je demanderais moi du président Poutine? Non, peut-être que moi je demande plus. Mais le président Poutine n'est pas obligé de m'écouter ou n'est pas obligé de suivre mon conseil. Mais moi je préconise évidemment plus de sévérité vis-à-vis du sionisme. Le président Poutine fait l'intérêt de son pays, qui est devenu un grand pays respecté, reconnu, et qui désormais joue un rôle, pas seulement au Proche-Orient, qui joue un rôle important en Europe, au Proche-Orient, et même en Afrique, et même en Asie en Extrême-Orient, et qui joue même un rôle en Amérique latine. Donc le président Poutine a rendu la Russie sur la scène internationale. La Syrie et les pays arabes en ont profité, tant mieux.
Nous remercions le président Poutine de son aide, qui nous a été très précieuse, il faut avouer. Néanmoins, il faut qu'il y ait une politique arabe qui soit une politique ferme vis-à-vis de l'entité sioniste, vis-à-vis des crimes, parce que la colonisation dans Cisjordanie est un crime de guerre, faut-il le rappeler. La puissance occupante, selon le droit international, n'a aucun droit de changer la démographie et la constitution démographique et sociale et économique de régions qu'elle occupe. Or que l'entité sioniste, selon les accords de l'ONU et selon les résolutions de l'ONU, depuis 50 ans, ne fait que changer la composition démographique, ethnique, sociale, géopolitique des territoires qu'on occupe depuis 1967. Ça, c'est un crime de guerre. Et jamais aucun sioniste n'a été inquiété des crimes de guerre commis par son entité. C'est le grand remplacement. Absolument. Ceci n'a entraîné aucune poursuite internationale contre les criminels sionistes de l'armée sioniste qui ont fait des massacres et qui continuent de faire des changements démographiques dans un territoire qu'ils occupent illégalement depuis 1967. Toute l'entité sioniste est illégale. Mais selon la communauté internationale, depuis 1967, leur occupation des territoires est illégale et ils continuent à le faire. Et c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre par excellence. Mais concrètement, qu'est-ce que vous préconisez ou est-ce que vous dites que les États arabes doivent cesser leurs relations avec l'entité sioniste? Absolument. Il faut avant tout que les États arabes ne reconnaissent plus l'entité sioniste. Par exemple, l'Égypte, la Jordanie reconnaissent par des accords officiels et certains reconnaissent en vertu des accords de Camp David et de Wadi Araba reconnaissent l'entité sioniste. Ils doivent retirer cette reconnaissance. Certains pays arabes comme le Qatar ou comme les Émirats arabes unis ont des bureaux de représentation. D'autres régimes ont parfois des délégations sous prétexte de conférences internationales qui passent dans leur pays. Il faut que toutes les relations et toutes les normalisations de tout genre cessent. Il faut que les pays arabes retrouvent leur position de base. Il y a un peuple arabe palestinien qui a été renvoyé de ses terres depuis 70 ans, 72 ans, et il doit retrouver ce territoire et son droit sur tout son territoire. Ceci est une position arabe immuable que les États arabes doivent respecter. Et à partir de ce moment, il faut rompre toute relation diplomatique avec cette entité sioniste et aider les Palestiniens dans leur résistance actuelle dans les territoires occupés pour permettre à la nation arabe de retrouver sa vraie vocation, sa vraie voie, son vrai dessein. Mais dans cette optique-là, ça veut dire que l'entité sioniste à terme disparaîtrait. Il est clair que ce qui a été créé de force, ce qui a été créé contrairement à la volonté du peuple, ne peut pas vivre artificiellement. La présence d'une entité sioniste ne peut pas durer éternellement. Ceci est contre la nature, ceci est contre l'histoire, ceci est contre la vérité. La vérité, c'est que la Palestine libre et unie doit revenir à son peuple. Ne peut pas être éternellement possédée et enfermée et prisonnière d'un autre peuple. Alors, le sionisme historiquement a été présenté comme, à l'époque aux Européens, comme la solution au problème de la cohabitation entre Européens et Juifs, d'une certaine manière. Que deviennent donc d'une certaine manière les Juifs d'Israël? Est-ce qu'ils vont se répartir dans le monde à nouveau? Est-ce qu'ils reviennent en Europe à ce moment-là? Quel est le... Écoutez, depuis la charte de l'OLP jusqu'à toutes les chartes des organisations de résistance nationale arabe et palestinienne, il n'a jamais été question de renvoyer des populations. La solution d'un État arabe démocratique en Palestine est une solution reconnue. Et cette solution est ouverte à tout le monde. Toutes les personnes qui souhaitent continuer à vivre dans une Palestine unie et libérée seront toujours les bienvenus. Ce qui est interdit, c'est de créer un État confessionnel, communautaire, religieux, raciste, contre la nature. Maintenant, les citoyens palestiniens doivent revenir sur leurs terres, retrouver leur maison, retrouver leur territoire. Et si d'autres populations vont vivre avec eux, il n'y a pas un problème de ce point de vue. Ceci a été clairement exposé depuis 70 ans par toutes les revendications arabes. Il n'est pas question de déplacer des populations de nouveau, il est simplement question de permettre à ceux qui sont déplacés de revenir. C'est ce qu'on appelle le droit au retour. Et ceci est reconnu par la résolution 194 des Nations Unies, qui reconnaît au peuple palestinien le droit de retourner sur son territoire.
C'est clairement reconnu. Et tous les efforts sionistes depuis sont pour que cette résolution soit effacée. Le droit au retour n'est pas reconnu. Or que nous insistons sur le droit de retour. Le droit de retour de chaque Palestinien dans chaque maison palestinienne, chez lui, sur sa terre. Maintenant, ceux qui sont présents continueront à l'être présents s'ils le veulent. On ne peut pas obliger quelqu'un d'être présent, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de retrouver son droit. Mais ceci est une position arabe constante depuis 70 ans, qui est le droit au retour, en vertu de la résolution 194 des Nations Unies, qui donne le droit express aux Palestiniens de revenir sur tout leur territoire. Donc, le droit au retour du peuple palestinien, la création d'un État démocratique, laïque, dans lequel vivent toutes les personnes qui désirent rester sur cette terre, et ceci dans le cadre d'une union arabe globale qui irait des côtes du Maroc jusqu'aux confins du Taurus ou du Mont Zagros, et qui engloberait évidemment le Maghreb, le Mashrek, la vallée du Nil, et la presqu'île arabique. C'est une conception nationale arabe que j'ai l'honneur de défendre et qui est défendue par beaucoup d'intellectuels nationalistes arabes, qui reste le seul projet possible pour donner de la dignité à ce peuple. Parfait. Merci Monsieur Moutran et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli sur votre site. Merci à vous.